Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque la figure de Anne de Bretagne. Qui aurait pu imaginer, au moment de sa naissance en janvier 1477, que la petite Anne de Bretagne deviendrait un jour duchesse de Bretagne et monterait à 2 reprises sur le trône de France? Sans les nombreux événements qui agitent la vie de la jeune fille, nul n'aurait pu prévoir le destin hors du commun. En seulement 37 ans, Anne de Bretagne a fait preuve d'assez de courage, d'habileté et de talent politique pour gagner une gloire qui la place au rang des femmes les plus illustres de l'histoire. Vous voulez en savoir plus sur Anne de Bretagne? Venez avec moi. Nous sommes à la fin du XVe siècle. La France se relève doucement de la guerre de 100 ans, 1337-1453. Conflit qui l'a opposé à l'Angleterre pendant plus d'un siècle, 116 ans exactement. Louis XI dirige le royaume de France depuis 1461. Il a signé un traité de paix avec l'Angleterre, mais doit désormais faire face à certains grands princes de son propre royaume, qui s'unissent pour se révolter contre lui. Parmi ces grands princes, on trouve notamment Charles le Téméraire, le puissant duc de Bourgogne, et un certain François II, duc de Bretagne. C'est dans le château des ducs de Bretagne à Nantes que le 25 janvier 1477 naît une petite fille baptisée, je vous laisse deviner, Anne. Ses parents, François II et Marguerite de Foix, sont déçus car ils voulaient avoir un garçon. Au moins, il aurait pu lui transmettre leur duché. Les textes d'époque ne nous apprennent pas grand-chose sur les premières années d'Anne de Bretagne. À peine les comptes de la trésorerie du duché évoquent-ils, presque par hasard, l'existence du nourrisson de 7 mois, en mantelle rose, à l'occasion des funérailles de la sœur du duc. Anne de Bretagne grandit dans le duché de son père, entre Nantes et Vannes. Elle reçoit probablement l'instruction d'une jeune noble de son époque, qui consiste essentiellement en l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en français, avec éventuellement un peu de latin. Sa gouvernante, Françoise de Dinan, comtesse de Laval, est une femme très cultivée qui lui donne le goût de l'apprentissage, tandis que le poète breton Jean Méchineau lui enseigne la littérature, le chant, la musique et la danse. Anne de Bretagne reçoit également une éducation religieuse assez stricte. Au XVe siècle, le royaume de France est divisé en plusieurs régions, dans lesquelles on parle différents dialectes. En Bretagne, les gens du peuple s'expriment en breton, mais dans l'entourage d'Anne de Bretagne, on parle le françois. Cette langue, que l'on appelle aujourd'hui l'ancien français, est utilisée par les princes et les érudits dans toutes les cours du royaume d'Europe. Les Catholicones, rédigés en 1464 par Johann Languedoc, est le tout premier dictionnaire trilingue. Chaque mot breton y est traduit en ancien français et en latin. Le roi de France Louis XI meurt en 1483, laissant le trône à son jeune fils Charles VIII. Comme ce dernier est encore un enfant, il n'a que 13 ans, c'est sa sœur Anne de Beaujeu qui assure la régence. De 1485 à 1488, les grands princes du royaume de France, dont fait partie le duc de Bretagne François II, se révoltent contre la régente et tentent de la renverser. Cette guerre finalement remportée par Anne de Beaujeu et Charles VIII est appelée la guerre folle. À la fin du Moyen-Âge, le duc de Bretagne est un vassal du roi de France, mais son duché reste indépendant et dispose de son propre gouvernement. Depuis 1365, la succession des ducs de Bretagne est organisée par le traité de Guérande, qui énonce une règle très claire. Le duché doit se transmettre de mâle en mâle dans la famille des Montfort, celle du duc François II, et si les Montfort n'ont pas d'héritier mâle, elle sera transmise à la famille des Pentevières. Le problème, c'est que chez les Montfort, comme chez les Pentevières, il n'y a que des filles. Et ça, le traité de Guérande ne l'a pas prévu. Donc, tant pis pour le traité de Guérande, puisqu'il n'y a pas d'héritier mâle, le duc de Bretagne, François II, désigne sa fille aînée, Anne de Bretagne, comme héritière du duché. Dès lors, les grands princes européens commencent à rêver d'un mariage avec elle, ce qui lui permettrait de gagner la Bretagne sans se battre. François II veut absolument éloigner sa fille de la France, avec qui il est en guerre.
Pour lui, le prétendant idéal est Maximilien de Habsbourg, héritier du Saint-Empire romain germanique. Aussi, lorsque François II meurt en 1488, Anne de Bretagne, qui n'a que 11 ans, devient duchesse de Bretagne et elle épouse Maximilien de Habsbourg. Mais, comme vous le savez déjà, par procuration, 2 ans plus tard, suivant la volonté de son défunt père. Quand il apprend qu'Anne de Bretagne a épousé Maximilien de Habsbourg, Charles VIII est très mécontent. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'en signant le traité du Verger en août 1488, quelques semaines avant sa propre mort, François II s'était engagé à ne pas marier sa fille sans le consentement du roi de France. Eh bien, il fait tout l'inverse, comme vous le savez. Les Habsbourg représentent une grande menace pour le royaume de France, et contrôlant la Bretagne, ils auraient un accès direct à la France. Le roi de France Charles VIII, comme vous en doutez, ne peut pas laisser une telle menace et un tel ennemi aussi puissant avoir pied dans le royaume de France. S'appuyant sur le traité du Verger, les armées de Charles VIII envahissent alors la Bretagne et font annuler le mariage entre Anne de Bretagne et Maximilien de Habsbourg. Fâché, ce dernier excite les rois alentours contre la France, mais les Bretons en ont assez de ces guerres. La seule solution qui apparaît possible pour retrouver la paix, c'est d'offrir la main d'Anne de Bretagne au roi de France. C'est dans ces conditions qu'Anne de Bretagne épouse Charles VIII le 6 décembre 1491 au château de Langeais. Elle est sacrée reine de France en la basilique de Saint-Denis quelques semaines plus tard, le 8 février 1492. Le pape Innocent VIII, chef de l'Église catholique, doit cependant annuler le mariage conclu entre Anne de Bretagne et Maximilien de Habsbourg afin de pouvoir valider cette nouvelle union. Anne de Bretagne n'a que 14 ans. Imaginez que c'est quand même la 2e fois qu'elle se marie. Loin d'être un acte d'amour, le mariage est accompagné d'un contrat qui précise qu'il a été organisé pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. D'après ce contrat, si de l'union entre Charles VIII et Anne de Bretagne naît un fils, il prendra possession du duché de Bretagne ainsi que du royaume de France. S'il n'y a pas de fils et qu'Anne de Bretagne décède en premier, Charles VIII conserverait la Bretagne, qui ferait alors partie intégrante du royaume de France, et sera transmis à son successeur. Mais si c'est Charles VIII qui meurt avant Anne de Bretagne et qu'ils n'ont pas de fils, elle s'engage à se remarier avec le futur roi de France, ou en cas d'empêchement avec le plus proche héritier de la couronne de France. Anne de Bretagne de France, quasiment Anne de Bretagne délaisse peu à peu sa Bretagne natale. En moyenne, elle met au monde désormais administré par la couronne de France. Elle n'a plus besoin de s'y rendre régulièrement et n'y fait que des brèves apparitions au Moyen-Âge. Elle habite maintenant entre le château d'Amboise, le château de Loches et d'autres résidences royales de graves maladies. Anne de Bretagne conseille parfois son époux durant leurs 6 années d'union est limité. Anne de Bretagne, car Charles lorsque le roi donne naissance à 6 enfants, c'est à nouveau sa sœur Anne de Beaujeu avant d'avoir atteint l'âge de 3 ans royaume de France, sauf Charles Orlan. La reine apprécie enfant d'Anne de Bretagne de Charles VIII. Elle organise souvent des bals, des réceptions et de grandes parties de chasse. C'est un événement exceptionnel. Pendant tout son règne, la joie du royaume de France est très occupé. Le petit garçon de Surtalie, la rougeole, qui l'emporte à l'âge de 3 ans, le royaume de Naples, et le 7 avril 1498, dont les rois de France se disent au château d'Amboise. Le roi Charles VIII revient une première fois rejoindre l'endroit où l'on proclame Anne de Bretagne, reine de Sicile et de Jérusalem, une galerie. Mais peu de temps après, violemment la tête du roi vers la ville de Naples et la porte récente est réduite à néant. Les guerres d'Italie se poursuivront jusqu'en 1559, sous les règnes de Louis XII, François Ier et Henri II.
Charles VIII étant mort sans enfant survivant, c'est son plus proche cousin Louis d'Orléans qui devient roi sous le nom de Louis XII. Dans le contrat de mariage expliqué précédemment, Anne de Bretagne et Charles VIII, il était écrit que si ce dernier mourrait sans héritier mâle, Anne de Bretagne devait épouser son successeur. Mais Louis XII a un problème. Il est déjà marié, depuis 1476, à Jeanne de France, fille de Louis XI, plus connue sous le nom de Jeanne la Boiteuse. Peu soucieux de ce genre de contraintes, Louis XII, qui est de toute façon plus attiré par Anne de Bretagne que par Jeanne, demande au pape d'annuler son mariage. Pendant ce temps, Anne de Bretagne retourne en Bretagne afin de réaffirmer son autorité sur le duché. Le procès d'annulation du mariage entre Louis XII et Jeanne de France s'achève en décembre 1498. Très éprouvée, l'ex-reine Jeanne de France se retire au couvent, tandis que le 8 janvier 1499, Anne de Bretagne et Louis XII se marient au château de Nantes, après avoir négocié un nouveau contrat de mariage qui reflète des talents poétiques d'Anne de Bretagne. Elle conserve tous les droits sur la Bretagne, ainsi que le titre de duchesse. Si le pouvoir en Bretagne est exercé par Louis XII, il n'est que le duc consort, les décisions étant prises au nom de la duchesse, mais la réalité du pouvoir et toutes les décisions politiques et militaires sont prises par Louis XII. Anne de Bretagne décide qu'en apparence. Pour le peuple français, Anne de Bretagne apparaît comme un modèle de générosité et de piété. En outre, dès qu'elle le peut, elle fait tout pour que le roi et son entourage favorisent la paix. Les textes d'époque décrivent Anne de Bretagne et Louis XII comme un couple très uni. Jean de Saint-Gelais, qui les a mariés, affirme que nul n'a pu vivre en son mariage plus loyalement et prudemment. Et Claude de Seyssel, conseiller de Louis XII, écrit qu'aucune reine ne fut jamais mieux traitée ni plus aimée de son mari. Les époux royaux, qui résident le plus souvent au château de Blois, ont ensemble 8 enfants, parmi lesquels seules 2 filles survivent, Claude et René. Malgré l'existence de nombreux portraits sur bois et en liminure de manuscrits la représentant, il est difficile d'avoir une idée précise du physique d'Anne de Bretagne. En effet, au Moyen-Âge, les représentations d'une personne sont souvent l'image que l'on veut donner d'elle. Ainsi, Anne de Bretagne est souvent représentée blonde, l'idéal de la beauté, avec les traits de la Vierge Marie, humble et sereine. Le dernier accouchement d'Anne de Bretagne en janvier 1512 l'a épuisée. Malade, affaiblie, elle meurt au château de Blois le 9 janvier 1514, à l'âge de 37 ans. Selon ses dernières volontés, son cœur est prélevé par des chirurgiens et placé dans un écrin en or. Ensuite, l'imagier du roi exécute un moulage du visage de la reine en vue de la fabrication d'un gisant. Louis XII offre à son épouse des funérailles fastueuses et sans précédent pour une reine de France. Le cœur d'Anne de Bretagne est conservé dans un écrin en or qu'elle avait elle-même commandé avant sa mort. La couronne qui accompagne l'écrin symbolise la dignité de la reine de France. Le corps d'Anne de Bretagne est d'abord exposé dans sa chambre pendant 6 jours, puis dans la salle d'honneur du château de Blois, où il y reste 2 jours avant d'être placé dans son cercueil. Il y séjourne durant 15 jours supplémentaires, puis le cortège funéraire quitte le château le 3 février en direction de la basilique de Saint-Denis, à Paris. Anne de Bretagne est mise en terre le 16 février et son héros crie 3 fois « La reine est morte !» Enfin, l'écrin contenant le cœur d'Anne de Bretagne est transporté de Blois à Nantes, où elle a souhaité être enterrée. Louis XII meurt le 1er janvier 1515, un an après son épouse. Comme Anne de Bretagne et Louis XII n'ont pas d'héritier mâle, Claude, l'aîné de leurs 2 filles survivantes, a épousé François d'Angoulême, plus connu sous le nom de François Ier, le plus proche cousin de Louis XII, qui deviendra alors roi de France. Cette union renforcée par d'autres traités en 1532, scelle l'union de la France et du duché de Bretagne. Comme on l'a vu, fille aînée d'une union entre le duc de Bretagne, François II, et son épouse Marguerite de Foix, Anne de Bretagne naît le 25 janvier 1477 au château des Ducs de Bretagne, devenu la résidence principale
depuis la décision de François II d'ériger Nantes en une capitale ducale, pouvant concurrencer les capitales des autres grands pays européens. Anne de Bretagne reçut par sa marraine Françoise, comtesse de Laval, une éducation digne des héritières des plus grands souverains de son temps. Elle apprend aussi bien le français que le latin et même l'hébreu. Elle passe ainsi l'essentiel de sa jeunesse entre les villes de Nantes, de Vannes et de Clisson, jusqu'en 1490. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.